Alors, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire de plusieurs sur l'éthique clinique en temps de la COVID-19. Ces webinaires sont organisés par le Bureau de l'éthique clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en collaboration avec l'unité clinique, l'unité d'éthique plutôt du CHU Sainte-Justine, du Centre d'éthique du CIS de Laval, ainsi que du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Vous avez ici les membres du comité scientifique. Alors, ce premier webinaire porte sur les niveaux de soins à l'heure de la COVID-19. C'est un thème qui est cher tout le temps, mais présentement, on voit que c'est plus nécessaire que jamais. Je suis accompagné de Delphine Roy, et puis moi, je suis Mathieu Moreau. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt réel ou perçu à déclarer. On commence avec quelques vignettes cliniques, 3 courtes vignettes. Donc, la première concerne Mme Tremblay, qui est une femme de 55 ans avec quelques problèmes de santé, qui est admise pour une pneumonie virale à COVID dans un centre universitaire. La deuxième, M. Nguyen. Lui a 75 ans. Il a plusieurs problèmes qui l'obligent à vivre en CHSLD depuis la dernière année, notamment des troubles neurocognitifs. Il a aussi subi un AVC. Et la troisième, Mme Singh, qui, elle, a 35 ans, est malheureusement atteinte d'un néo du sein et puis elle est en attente d'une chirurgie qui est retardée par la COVID-19. Alors, ces 3 patients-là, bien qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose qui les unit, en fait, ils sont tous unis par une même chose, c'est que les 3 devraient avoir une discussion de niveau d'intervention médicale. Les objectifs de la présentation, c'est de connaître les aspects déontologiques et éthiques de la détermination d'un niveau d'intervention médicale, présenter les liens entre le jugement clinique, l'offre de soins et de services et l'établissement des niveaux d'intervention médicale de ces patients, puis comprendre les spécificités propres à la RCR. On vit dans un temps un peu étrange où est-ce que notre rapport au temps, justement, est assez bouleversé. Pour plusieurs, le temps devient de plus en plus long. Mais pour plusieurs personnes, le temps s'est suspendu. Puis d'autres personnes encore, on sent que le temps est compté. Puis qui dit temps compté dit naturellement fin, puis qu'on parle d'un des plus grands tabous de notre société, c'est-à-dire la mort. On n'ose pas vraiment en parler, on a l'impression que l'évoquer, c'est la provoquer. Osler disait que le bon médecin traite la maladie, mais que l'excellent médecin traite le patient qui a la maladie. Puis je pense que cette citation-là doit nous servir de thème tout au long de cette présentation. Une des choses qu'on discute toujours avant même de discuter des niveaux de soins, c'est d'essayer de voir où est-ce que notre patient se situe dans son processus, dans son continuum. Donc, cette évaluation personnalisée-là d'une situation clinique, souvent, on essaie de réfléchir ça par 3 niveaux, 3 soins possibles. Un étant de guérir, l'autre de stabiliser. Et quand on n'arrive plus à se stabiliser ou que la stabilisation demande beaucoup trop d'efforts, bien là, on commence à regarder au niveau des soins de confort pour une qualité de vie acceptable. Avec le CIUS de l'Est, on a proposé, dans le fond, de réfléchir à cette trajectoire de vie-là, justement pour voir comment on peut réfléchir à la fois à ces objectifs ou ces options thérapeutiques que sont guérir, stabiliser, maintenir ou soutenir en fin de vie. Et de discuter déjà dans cette façon de voir-là les objectifs de soins avec le projet de vie du patient. Donc, quand on est là-dedans, on commence déjà à regarder, une fois qu'on a eu la discussion, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du niveau de soins? Le niveau de soins qui peut être poursuivre sa vie avec les objectifs qu'il faudra voir et discuter, ou prolonger la vie, puis prolonger la vie à quel prix ou dans quelles circonstances. Donc, des fois, ce genre de diagramme-là, d'illustration nous permet de voir un peu où notre patient se situe, ou en tout cas le faire réfléchir aussi, lui et ses proches, par rapport à leurs propres objectifs, puis essayer de voir où est-ce que ça se situe dans le continuum. On parle toujours de soins individualisés et proportionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une drôle de conception de ça, je pense, surtout dans les pays plutôt riches ou les pays occidentaux, où on pense que tous les soins doivent être offerts parce que ça existe, on doit l'offrir.
quand on regarde vraiment dans le Collège des médecins, le document qui a été fait sur le consentement aux soins en collaboration avec le barreau du Québec, on voit vraiment qu'en situation clinique, le médecin offre les soins qu'il juge le plus objectivement possible appropriés d'un point de vue médical. C'est vraiment le jugement clinique d'abord qui prime. Et c'est après ça, une fois que ce jugement-là, évidemment, étayé d'un travail interdisciplinaire, d'un début de discussion avec son patient ou d'analyse que le médecin va faire, le patient, dans un deuxième temps, il va accepter, refuser ou demander autre chose que les soins proposés. Donc ça, on ramène souvent les cliniciens, les médecins à cette obligation d'abord du jugement clinique qui ensuite va venir avec un consentement, un refus ou une négociation des modalités. Quand on parle de proportionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la façon, c'est que les risques doivent être proportionnels aux bienfaits espérés. Donc, en bienfaits, les risques, évidemment, on va parler en général d'effets secondaires, mais les risques, ça peut être aussi l'impact sur la vie, sur les activités quotidiennes, sur les objectifs aussi de vie de la personne. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder. Donc, quand on parle de proportionnalité, on parle généralement de probabilité que l'intervention envisagée mène au résultat désiré, procure les conséquences attendues, tout en menant à une amélioration de l'état général. Parfois, on va même parler de ce qu'on appelle la double proportionnalité. Là, Mathieu, tu vas pouvoir compléter quand on en a discuté. C'est qu'est-ce que ça veut dire traiter, le soin qu'on propose, puis qu'est-ce que ça apporte à la personne dans son ensemble? Parce que si je fais juste soigner l'organe, mais que tout le reste ne fonctionne pas, qu'est-ce que je suis en train de faire dans le fond? Selon le Collège des médecins, la proportionnalité, ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment d'évaluer les choix qui sont raisonnables compte tenu du diagnostic et de l'intensité thérapeutique recherchée. Les soins vont être considérés comme proportionnés ou disproportionnés selon que l'objectif poursuivi est la guérison, le maintien ou le soulagement du patient, comme on a vu dans notre ligne tout à l'heure. Si la guérison, même la rémission ne sont pas possibles, les soins de maintien ou de soutien peuvent être les seuls pertinents et souhaités. Ça, c'est tiré d'une ancienne version du Aldo, mais on trouvait que c'était encore approprié de le nommer. Ce que ça veut dire donc aussi, c'est que vraiment d'être clair que quand la guérison n'est plus possible, bien, c'est d'autres choses qu'il faut envisager. Donc, tous nos patients, tous vos patients qui ont des maladies chroniques, dont certaines sont dans un stade terminal, ça ne veut pas dire que la personne est en fin de vie, bien, on n'est plus dans guérir, on est stabilisé, puis on peut avoir une stabilisation qui va durer pendant 10 ans, 20 ans. Les soins futiles, on n'aime pas parler de futilité, on ne fera pas de débat sur la futilité ce soir. Un traitement est généralement considéré comme médicalement futile ou non bénéfique s'il n'offre au patient aucun espoir raisonnable de guérison, d'amélioration, ni aucun avantage quelconque. À ce moment-là, on va essayer de regarder aussi avec un certain questionnement. Est-ce que ça répond aux attentes du patient? Est-ce que ça entraîne des effets nuisibles supérieurs aux bénéfices escomptés? Est-ce que l'intervention proposée offre globalement un bénéfice au patient? Donc, on peut avoir notre opinion comme soignant ou comme équipe interdisciplinaire, mais c'est important de voir aussi avec le patient où est-ce que lui est rendu par rapport à sa propre vie, ses objectifs aussi. On ne lira pas tous les articles de code de déontologie du Collège des médecins. Ce qui est important que vous vous rappeliez, puis je le dis souvent, euh, votre code est très bien bâti. Il vous donne vraiment tout ce qu'il faut pour votre liberté d'action, votre jugement clinique, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention inappropriée, d'abord y aller par la science, le meilleur intérêt de votre patient. Donc, l'article, le respect de la vie, la dignité, la liberté de la personne, les principes scientifiques, ignorer les interventions qui ne respectent pas votre liberté professionnelle, bien ça peut être aussi autant un patient ou des proches qui exigent de vous des soins que vous trouvez qui ne sont pas appropriés, bien ça nuit à votre liberté. Utilisez judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé. D'ailleurs, ça, c'est une obligation aussi pour les patients, les usagers du réseau, de bien utiliser les ressources. Donc ça fait partie de votre code de le faire. Exercer sa profession selon les normes médicales, exactement. Fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. Donc ça revient à notre diapo de tout à l'heure. Ne pas offrir un soin
qui n'est pas requis. Ça veut dire d'abord, si votre jugement clinique est clair, vous ne devriez pas offrir un soin que vous ne jugez pas nécessaire. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure avec la question du niveau de soin. Agir de telle sorte que le décès d'un patient qui paraît inévitable dans la dignité, ben ça aussi, ça veut dire donc quand effectivement on n'arrive plus à stabiliser ou que la stabilisation apporte beaucoup d'inconvénients pour le patient, puis que vous pensez que sa vie est en danger, puis qu'on s'en va plus vers une fin de vie, mais techniquement, on devrait faire commencer une approche palliative, mais en tout cas, au moins, commencer à parler aux patients qu'on s'en va vers ça. Finalement, refuser sa collaboration à tout acte médical qui irait à l'encontre de l'intérêt du patient eu égard à sa santé, bien ça, c'est évidemment l'article qu'on va invoquer le plus souvent quand on pense qu'il y a de l'interférence des proches par rapport aux soins. Ignorer toute intervention d'un tiers, la même chose, au préjudice du patient, d'un groupe d'individus ou d'une population. Donc, la détermination du niveau d'intervention médicale, c'est vraiment un dialogue entre le médecin et son patient. On pense souvent que le médecin est celui, là, en fait, pour rien que c'est le médecin qui discute avec ça. Là, j'ai mis médecin, mais c'est sûr que ça ne se construit pas juste avec un médecin, hein. Toute l'équipe interdisciplinaire aide à construire un niveau d'intervention médicale. Mais en bout de ligne, la responsabilité revient au médecin de discuter avec le patient. Et donc, ce que le médecin apporte, c'est de suggérer un plan de traitement individualisé au patient pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Puis ce que le patient fait, lui, c'est offrir son consentement à ce plan de traitement-là. Donc, si ce patient n'est pas d'accord avec le plan de traitement, il peut exprimer son refus puis voir en demander un autre. Mais le médecin ne doit pas automatiquement accepter le plan de traitement que demande le patient. Il doit l'évaluer dans le contexte global puis voir si c'est médicalement approprié. Souvent, on va parler bref, c'est pas un buffet. C'est pas le patient, on lui présente pas voici tous les choix que vous avez, puis décidez à partir de ça. Donc, ça revient vraiment à la question du jugement clinique. Il y a une avocate avec qui je travaillais qui avait d'habitude qui disait ben, c'est un à la carte, mais avec des menus du jour très, très précis. C'est une autre façon de le voir. Évidemment, quand on parle d'éthique, on parle de valeurs, mais on trouvait que c'était important de vous faire voir que les valeurs, ben, ça fait partie, l'éthique, finalement, des options, de l'étayement, de la façon dont on va étayer le jugement clinique. Donc, les valeurs, en général, on va dire, c'est de l'ordre de l'être et du bien, c'est des idéaux à poursuivre. Par contre, quand on parle de la détermination des soins, bien, ça requiert évidemment de faire des choix pour le clinicien en fonction et de prendre des décisions en fonction des besoins cliniques qu'il a observés ou avec les analyses qu'il a faites. Les décisions, elles sont à la fois médicales, mais elles sont aussi d'ordre éthique parce qu'à chaque fois, vous devez apprécier ce qui est le meilleur pour le patient dans les circonstances. Et ces décisions-là que vous prenez, elles appellent en elles-mêmes une hiérarchie des valeurs. Parfois, ça va être la sécurité, des fois, ça va être la survie à court terme quand c'est quelque chose qui est vraiment urgent. Donc, à chaque fois, quelqu'un, en plus qui a des complexités ou des comorbidités, vous allez devoir de toute façon voir qu'est-ce qui est le plus important de faire à ce moment-là. Et ce qu'on vous invite à réfléchir, dans le fond, c'est que ça aussi, en soi, c'est porteur de valeur et que la personne, elle, ensuite, comme disait Mathieu, doit pouvoir choisir les soins qu'on lui propose en fonction de sa propre échelle de valeur. Et là, ben, des fois, il va y avoir justement des discussions parce que quelqu'un peut-être va vouloir reporter une intervention qui est hyper urgente selon vous puis qui devrait être celle qui est privilégiée parce que lui, il va trouver que c'est d'autres choses pour l'instant qui l'énerve le plus puis qui nuit à sa qualité de vie. Et là, ben, il va falloir discuter comment on procède. Donc, comment aborder la situation? C'est d'être, moi j'appelle ça un empathique ferme. Donc, hein, c'est de ne pas offrir plus, mais d'être aussi très encadrant par rapport à ce qu'on peut offrir selon votre jugement clinique. Donc, on va y aller avec des phrases du type ma recommandation est qu'on accepte
là, qu'il ne souffre pas, je m'excuse parce que ça coupait, qu'il ne souffre pas plus longtemps et qu'on le laisse mourir paisiblement. Donc, on va avoir ce genre d'encadrement-là, par exemple, auprès des familles. Avec le patient, on va dire, bien, basé sur ce que vous m'avez dit de vous et de vos objectifs de vie, je vous propose qu'on tente un essai de soins intensifs, incluant une intubation, puis on verra après comment ça va se résorber. Quand on sait que on s'en va vers quelque chose qui n'est pas drôle, bien, c'est évidemment, il faut le nommer aussi. Hein. Je comprends que ce n'est pas la situation que nous avions envisagée, mais compte tenu de l'aggravation de son état, mettons, on parle avec un proche, il ne serait plus approprié ni dans son meilleur intérêt de la transférer à l'hôpital. Je recommande donc des soins palliatifs et de confort. Donc, d'être capable déjà de nommer, évidemment, ce qu'on pense qui est plus approprié, disproportionné ou pas dans son meilleur intérêt, mais toujours, par contre, insister toujours sur voici ce qui reste à faire, voici ce qu'on va faire à partir de maintenant. Les formulaires, bien, vous les connaissez pour la majorité d'entre vous. Donc, je ne sais pas, Mathieu, on ne va pas passer au travers. J'imagine que les gens les connaissent bien avec, c'est les formulaires de l'INES qui sont maintenant utilisés dans la majeure partie des organisations ou des établissements, je pense, au Québec. Donc, si la personne est apte, il faut discuter avec elle. Si la personne est inapte, on va discuter avec le proche, mais je pense qu'il faut toujours faire un effort pour avoir l'assentiment de la personne. Une personne peut avoir été déclarée inapte, mais il lui restait quand même quelque chose. Donc, il faut voir à s'assurer quand même qu'on ne l'oublie pas. Est-ce qu'il y avait des volontés antérieures ou pas? J'entends beaucoup de gens qui disent, on va parler aucune disponible niveau de soins antérieurs, directive médicale anticipée. Il y a des gens qui vont me dire, bien, Delphine, les directives médicales anticipées, c'est juste quand la personne est rendue inapte et avec les situations qu'on connaît. Je trouve ça quand même important pour vous. Je vous invite vraiment à poser la question parce que quelqu'un qu'on sait qui est déjà, mettons, dans le dernier tiers ou le dernier quart de sa vie, qu'on sait qu'il a fait une directive médicale anticipée, qui n'est pas rendue là encore, mais qu'on sait qu'elle ne voudrait pas être réanimée, qu'on sait qu'elle ne voudrait pas être intubée, ventilée, qu'elle ne voudrait pas de dialyse, donc les soins qu'on retrouve dans le formulaire de directive médicale anticipée, bien, pour moi, il y aurait une incohérence que cette personne-là soit à un niveau A. Ça, c'est moi. Mais si on sait ce que la personne a dans ses directives médicales anticipées puis qu'on trouve qu'il y a une incohérence par rapport au niveau de soins, bien, ça nous permet aussi de l'aborder. Parce que peut-être que la personne, puisque la majorité des gens peuvent faire leur directive médicale anticipée chez eux, on ne sait pas exactement s'ils ont bien été accompagnés ou pas pour le faire. Donc, ça permet de faire toute la réflexion là-dessus aussi. Donc, l'éléphant dans la pièce, c'est la question de l'acharnement thérapeutique. Hein? Est-ce que jusqu'où ça nous mène quand on n'arrive pas à faire un niveau de soins, un niveau d'intervention médicale approprié? Qu'est-ce que c'est l'acharnement thérapeutique? On ne mettra pas de définition, mais dans le fond, c'est de faire des soins qui sont plus appropriés puis qui sont rendus ou jugés, estimés disproportionnés. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que dans le document sur le consentement du collège et du barreau, on dit clairement le patient ne peut exiger des soins que le médecin ne considère pas comme étant médicalement nécessaires ou qu'il juge futiles. Hein, il demeure important pour le médecin d'éviter de céder aux exigences du substitut, famille ou autre et de recourir plutôt aux mécanismes de résolution de conflits les plus appropriés. Donc, ça, c'est assez clair maintenant. Je veux aussi vous rappeler qu'avec la loi sur l'aide les soins de fin de vie, la loi concernant les soins de fin de vie, on a maintenant aussi une obligation d'offrir une fin de vie digne et d'offrir des soins de fin de vie de qualité. C'est vraiment un droit maintenant du patient. Donc, si vous estimez que la personne est plus en fin de vie, est plus vers la fin de sa vie, puis qu'on a une famille qui exige un niveau 1, bien maintenant, on a aussi l'obligation de leur dire, bien, écoutez, si votre exigence fait en sorte que je contreviens à une loi aussi, là, qui est la loi 2, la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, vous ne vous sentiriez pas plus à l'aise de contrevenir à cette loi-là. Donc, ça permet aussi d'avoir un levier différent qu'on n'avait pas avant cette loi-là.
Donc, les messages clés de la première partie, c'est de vous rappeler que c'est le médecin qui contrôle l'offre qui est dictée par la science médicale. Puis c'est lui qui doit proposer un plan de soins. Puis celui-ci doit refléter les valeurs le plus possible du patient. Puis aussi qui doit tenir, comme on disait, là, même si le patient est inapte, Delphine l'illustre très bien, mais il faut vraiment que le patient participe le plus possible à l'élaboration de ses objectifs et de son plan de soins. On va vous dire quelques mots sur la réanimation cardio-respiratoire parce qu'on est bien conscient que pour plusieurs soignants, mais surtout pour plusieurs patients et pour plusieurs familles, la RCR, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. On voit beaucoup quand on évoque la mort de quelqu'un, mais on voit dans les médias, là, la RCR est faite puis avec un taux de réussite disproportionné, comme quoi que ça donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux médecins. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. La RCR, bien que ce soit un soin comme un autre qui doit être proposé s'il est approprié, il y a quand même des particularités qui lui sont propres reconnues par le CNQ. Donc, arrêt cardio-respiratoire, hein, j'avais un blanc, je m'excuse Mathieu. Valider l'exclusion du plan thérapeutique de la tentative de RCR en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, le collège insiste sur la nécessité du dialogue et favorise la transparence quant à la décision de non-réanimation. Si l'objectif principal des soins est le maintien du confort, il est approprié de valider avec la personne l'exclusion. Premièrement, c'est vraiment, vraiment important de parler de tentative de réanimation parce que c'est ça. Hein, plus que n'importe qui, vous connaissez les statistiques, surtout les statistiques hors hôpital. Là. Celles des gens à l'hôpital ne sont pas toujours joyeuses. Donc, ne sur le fait que, compte tenu de l'état général de la personne, puis si l'objectif principal, c'est le maintien du confort, ben de confirmer qu'il n'y aura pas de tentative de réanimation dans cette situation-là. Puis évidemment, inviter la personne à valider comment elle se sent par rapport à ça, mais on va revenir un peu plus loin là-dessus. La décision concernant la réanimation cardio-respiratoire exige une discussion spécifique. Hein? Donc, ça prend une discussion spécifique là-dessus. Et c'est d'où l'importance aussi donc de connaître les directives médicales anticipées si jamais il y en avait. Parce que si c'est clair que la personne n'en voulait pas, ben peut-être, là, puis c'est un petit peu le thème aujourd'hui, dans un cas de COVID, avec quelqu'un qui a déjà beaucoup de comorbidités, puis le contexte dans lequel on sait que ça va être complexe, puis que certains n'ont peut-être même pas accès aux soins intensifs ou à l'urgence dans certaines situations, bien, c'est important d'en parler maintenant. Peut-être que les gens ne veulent même pas être réanimés, puis ça va être juste bien clair, puis la discussion va être assez simple aussi. Mais ce que le collège reconnaît surtout, c'est qu'il faut quand même le mentionner spécifiquement. Donc, même s'il y a un patient qui avait un niveau de soins D, donc on était en soins palliatifs, le collège recommande qu'on explicite que dans ce cas-là, quand le décès surviendra, on ne fera pas de manœuvre. Exactement. Donc, on arrive aux étapes d'une discussion sur les niveaux de soins. Donc, on a essayé de mettre différentes étapes pour que ça soit plus clair, un peu d'une manière, pour les gens qui sont moins habitués, hein, de pouvoir y aller d'une étape à l'autre, puis d'avoir une structure quand vient le temps d'aborder ces conversations-là qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Puis, on sait que à peu près tous les centres hospitaliers demandent que tous les patients qui sont admis à l'hôpital aient une discussion de niveau de soins, puis tous les patients CHSLD ainsi qu'en résidence. Donc, les différentes étapes, la première étape, l'amorce, on va parler un peu comment normaliser la situation. Puis l'étape centrale, c'est vraiment comment connaître le patient en peu de temps pour pouvoir émettre une recommandation appropriée. Donc, on entendait quand moi j'ai fait ma formation il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup de personnes qui parlaient des niveaux de soins en disant voulez-vous qu'on vous réanime, voulez-vous qu'on vous intube, voulez-vous qu'on fasse de la dialyse. Donc, on parlait beaucoup plus des techniques de soins, des moyens que des niveaux, des objectifs de soins. Puis ça, ce qu'on voit, c'est que cette discussion technique-là, ça entraîne souvent ce genre de réaction chez nos patients. Ils sont très perplexes face à ça. Moi, si je vais chez le garagiste, puis on m'offre un paquet de pièces d'auto, puis tout ça, je ne saurais pas plus c'est quoi. Moi, mon objectif, c'est pas tant que je change telle ou telle pièce, c'est que mon auto
continuer de fonctionner, puis dans tel ou tel état. C'est un peu ce que les patients veulent parce que quand on parle d'une discussion très technique, ce que les patients voient, c'est souvent beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus des émotions. Nous, on leur parle de technique, puis eux vivent des émotions par rapport à ça. Et donc, la question, qu'est-ce que je souhaite si je deviens gravement malade, qu'on pourrait remplacer aussi par qu'est-ce que je souhaite si grand-maman, grand-papa ou mon père ou ma mère devient gravement malade, et remplacer cognitivement par est-ce que je veux mourir? C'est la question la plus facile à répondre. C'est une question qui va beaucoup plus au niveau des émotions, puis qu'on a moins à se casser la tête. Et donc, bien qu'on pense comme médecin ou comme professionnel de la santé s'adresser beaucoup au cerveau des gens, dans le fond, on s'adresse à leur cœur. Cette réaction-là émotive et souvent spontanée, on va voir des patients qui vont dire « Ah, je veux que vous fassiez tout sans même qu'on ait… » Pardon, on a perdu un peu la connexion. Sans même qu'on ait eu Oui. à avoir une discussion, là, ça nous fait 2 secondes. Donc, il faut ramener ça puis adresser les émotions qui font partie de cette conversation. Ce qu'on va souvent dire, dans le fond, c'est mentionner ce qu'on offre et non seulement ce qu'on n'offre pas. Donc, la pire chose pour se sentir abandonné, que ce soit qu'un patient lui-même, puis que les émotions montent ou les proches, c'est de dire, ben là, si on le fera plus, si on le fera plus, ce sera le fera plus. Mais non, mais en même temps, notre plan de soins à partir de maintenant, c'est quoi? Donc, éviter le vide de soins, répondre à la peur d'abandon, puis évidemment l'importance des soins palliatifs, puis je pense qu'on ajouterait même l'approche palliative, parce que des fois, les gens, ils n'ont même pas le temps de se rendre à l'unité de soins palliatifs, ils n'ont même pas le temps d'être transférés vers une maison des soins palliatifs, mais l'approche palliative, elle est nécessaire. Elle est nécessaire tout le temps quand c'est requis, quand on est rendu là dans le processus de soins. Donc, au niveau des phrases utiles, pour amorcer la discussion, hein, je dois avoir une conversation difficile avec vous. C'est une conversation qu'on a avec tous nos patients. Ça, je pense, encore plus dans la situation dans laquelle on se retrouve. C'est une conversation qu'on doit avoir, qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Mais là, il y a comme, des événements qui font qu'il faut absolument qu'on l'ait peut-être plus intensivement, plus rapidement, ou en tout cas qu'on confirme aussi pour ceux qui l'avaient déjà eu. Évitez, s'il vous plaît, voulez-vous qu'on fasse tout? Évitez, comme Mathieu l'a mentionné, qu'est-ce que vous voulez, comme si c'était le buffet à la carte, le buffet à volonté, mais avec des éléments n'importe quoi. Évitez aussi, hein, ça, on ne fait pas ça. Il ne faut surtout pas non plus présenter ça aux proches en disant, ben, s'il fait un arrêt cardiaque, est-ce que vous voulez qu'on le réanime? Parce que là, on leur met l'odieux de dire, ben là, il va vous demander, ben, il va mourir ou il va vivre? Ben là, si on fait rien, il va mourir. Ben oui, mais je veux qu'il vive. Ah, ben, ils ont dit qu'ils veulent tout. Mais la conversation, elle n'a pas vraiment eu lieu là, dans ce temps-là. On vous le dit, le plus important, c'est d'essayer de comprendre le patient dans quelques temps, alors que souvent, urgence en la demeure. Donc, on a mis quelques phrases qui peuvent aider à faire ça. Donc, parlez-moi de votre vie dans les derniers temps. Ça nous permet de voir aussi que des patients qu'on croyait très autonomes, ils ont un déclin accéléré des fois dans les derniers temps. Ou au contraire, on voit que des patients qu'on se dit, bon, ben, il y a plusieurs comorbidités sur papier, mais dans les faits, sa vie au quotidien, elle est pleine et épanouie. Que dois-je savoir sur vous pour que je puisse bien vous soigner? Ça, c'est une phrase assez clé, assez passe-partout. C'est une question ouverte, puis souvent, c'est très, très riche. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous si vous aviez peu de temps devant vous? Encore une fois, on vient à l'essentiel, puis dans le contexte actuel, surtout chez les patients qui vont peut-être être coupés, en fait, dès qu'ils sont admis à l'hôpital, sont coupés de leur famille, là, c'est particulièrement important. Qu'est-ce pour vous une bonne qualité de vie? Parce que tout le monde, personne ne veut de l'acharnement thérapeutique, tout le monde a une définition différente. Tout le monde veut une bonne qualité de vie, mais tout le monde a une définition différente aussi. Et donc, l'important, c'est pas d'imposer notre définition de la bonne qualité de vie comme soignant. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Qu'est-ce qui serait intolérable pour vous? Encore une fois, on voit au niveau des valeurs, c'est très riche. Puis de quoi avez-vous peur? Puis surtout, qu'avez-vous peur de perdre? Et donc, ça aussi, c'est assez révélateur. C'est des phrases qui sont très payantes.
Ça aussi, c'est deux phrases qui peuvent nous aider à comprendre que des fois, les patients, ils veulent effectivement qu'on fasse des mesures pour prolonger la vie, mais pas à n'importe quel prix. Puis ça vient nous permettre de dire que oui, ils acceptent les mesures, mais de voir c'est quoi le n'importe quel prix pour eux. Donc, seriez-vous prêt à renoncer à des traitements qui pourraient prolonger votre vie pour rester aussi indépendant que possible jusqu'à la fin de votre vie? Ou au contraire, seriez-vous prêt à accepter des limitations pour vivre quelques mois ou quelques années de plus? Puis donner des exemples, effectivement, c'est quoi le genre de limitations qu'ils pourraient avoir. Et donc, ça implique aussi de connaître le pronostic des patients quand il y a une situation, puis on le dit plutôt, hein, c'est le médecin qui a cette conversation-là parce qu'on ne le fait pas avec un patient à large, on le fait dans un contexte particulier. Donc, ça, c'est peut-être la particularité plus dans le contexte du COVID, hein. On va en parler plus tard dans d'autres séances, toute la particularité du triage, mais la présenter le plan thérapeutique comme un essai thérapeutique, on pense que c'est particulièrement important dans la mesure où il y a des soins qui vont peut-être être retirés à certains patients s'il y a on est obligé de faire du triage parce que les réseaux n'est plus capable d'offrir des soins de traitement maximal aux soins intensifs à tout le monde qui en voudrait. Donc, ça, c'est une phrase un peu faite, mais vous pouvez l'adapter. Nous allons vous intuber, vous admettre aux soins intensifs. Comme nous ne savons pas comment votre situation évoluera, nous réévaluerons la situation dans un nombre de jours qui sera à déterminer à ce moment-là. Nous constaterons que si nous constatons que votre condition ne s'améliore pas ou se détériore, nous allons procéder à une extubation et vous prodiguer des soins de confort pour vous permettre de mourir paisiblement. Encore une fois, ça, c'est pour dire que c'est pas juste qu'on procède à un arrêt des soins, mais on a une alternative aux soins qu'on va faire. Puis naturellement, toutes ces conversations-là vont devoir se faire avec le patient, mais aussi avec la famille du patient à distance. Et donc, pour résumer ça encore une fois, puis je pense que c'est le thème central, le patient, lui, ce qui décide un peu, c'est la destination, où il veut aller à travers son épisode de soins. Le médecin, lui propose un chemin. Ce chemin-là, on voudrait qu'il soit le plus droit possible, mais malheureusement, il est souvent très sinueux. Il y a des hauts et des bas. Puis, parfois, on se rend compte que, ben, on ne se rendra jamais à la destination. Puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut réévaluer assez souvent le niveau de soins puis le plan thérapeutique pour voir si on ne se rend pas à la destination, bien peut-être vaut mieux ne pas prolonger la phase de décès, prolonger la phase dans laquelle le patient ne veut pas se retrouver, puis lui offrir à ce moment-là des soins de fin de vie qui sont adéquats. Et donc, on vient avec les différentes étapes, hein, l'amorce, la normalisation, la compréhension de la maladie du patient qu'on veut vérifier, le niveau de fonctionnement antérieur du patient, les valeurs, les peurs et ses objectifs de vie. On rappelle que c'est capital que le médecin émette une recommandation pour décharger le patient ou la famille du pouvoir de prendre la décision devant un éventail de choix. On veut toujours valider le plan thérapeutique parce que ça nous permet aussi aux patients, aux médecins de voir la compréhension que le patient a de la situation, puis de documenter le niveau d'intervention médicale sur le document prévu à cet effet-là. Puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans le document, il y a une belle case vide où est-ce qu'on peut mettre beaucoup des verbatims de la conversation puis référer. Puis souvent, c'est ça qui nous permet de prendre une décision plus tard parce que c'est plutôt rare que ce soit le même médecin qui a la conversation initiale qui va avoir à prendre des décisions plus tard. Donc, cette partie-là, où est-ce qu'on veut des verbatims, où est-ce qu'on veut l'identification des valeurs du patient, peut être très riche pour mener des discussions quelques jours plus tard. Exactement. Donc, si on termine avec les messages clés, hein, le médecin contrôle l'offre de soins dictée par la science médicale. Le plan de soins, il doit refléter dans la mesure du possible les valeurs du patient. Le collège recommande d'avoir une conversation explicite quant à la réanimation cardio-respiratoire. Lors de la discussion du niveau de soins, insister sur ce qu'on va faire. Hein? Déjà avoir nos options thérapeutiques de plan à ce moment-là. Présenter toute admission aux soins intensifs comme un essai de soins. Ça, c'est particulier avec notre situation actuelle. Mais ça pourrait être s'appliquer tout le temps, quant à moi, mais bon, je vous laisse le soin de voir le post-COVID. Donc, ayez la conversation. Je pense que c'est important de faire connaître l'existence d'outils. Hein? Il y a des sites qu'on vous met ici, là, Speak Up, Conversation Project, Vital Talk. Il y a de ces outils-là dont on retrouve aussi des versions françaises. Le début de la conversation, il faut qu'il
qu'elle se fasse aussi avec les usagers, les patients, avec leurs proches. Donc, des fois, ça leur permet de faire un bout de chemin quand on sait qu'on va avoir la conversation puis on a un peu de temps. Ça sera pas simple dans les prochaines semaines, mais dans le fond, peut-être ça peut ouvrir à ça aussi. Prochain webinaire, l'obligation de soigner en contexte le 10 avril. Merci. Merci. On se retrouve à la séance live.